أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم على سيدنا وحبيبنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فهو المهتد فمن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم كرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وارزقنا بحلاوة الإيمان وصدق الإخلاص في كل حلال يا أكرم الأكرمين ويا رب العالمين أما بعد. Chères téléspectatrices et chers téléspectateurs, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je suis ravie de revenir aujourd'hui dans ce nouvel épisode pour être la continuité d'un sujet très important qui était la réussite scolaire. Donc, lors d'une dernière émission, nous avons parlé de cette fameuse réussite scolaire et aujourd'hui j'aimerais juste pouvoir rajouter quelques points qui me semblent très importants, Inch'Allah. Donc nous avions dit en fait à quel point la réussite scolaire aujourd'hui était malheureusement le baromètre du bien-être psychologique de l'enfant et à quel point les parents qui avaient des enfants qui étaient en échec scolaire pouvaient se sentir totalement déstabilisés dans leur rôle de parents et voire se sentir de mauvais parents, alors qu'en fait ils n'avaient pas simplement mis des mots sur qui était cet enfant et pourquoi est-ce qu'il arrivait à être en échec scolaire. Et donc nous avons dit qu'il était important de mettre la lumière sur le pourquoi, c'est-à-dire mettre la lumière sur un éventuel dysfonctionnement familial sur lequel on n'avait pas mis assez de mots. Et ensuite, vraiment la lumière sur des troubles de l'apprentissage éventuels, ce qu'on appelle le club de 10, un petit peu tous les 10, les TDA, troubles de déficit de l'attention, avec ou sans hyperactivité, et peut-être un mode spécifique de fonctionnement qui est la précocité, dont on aura l'occasion de parler, Inch'Allah. Donc il est important de mettre la lumière sur ce différent mode de fonctionnement pour essayer de comprendre un petit peu la source de cet échec scolaire. Et puis j'insistais vraiment sur le fait que un enfant est né pour réussir. Un enfant qui ne réussit pas, c'est qu'il y a une cause. Et l'important, c'est d'aller chercher cette cause. Donc, nous avons parlé également de l'importance de la valorisation au quotidien, des effets délétères de tout ce qui était dénigrement, humiliation, et à quel point il était important toujours de zoomer et de mettre la lumière, encore une fois, sur les compétences, sur les capacités de l'enfant, sur les ressources qu'il a en lui. Et tout le monde, tout être humain sur Terre a des ressources. Ne l'oublions pas, a des ressources extraordinaires à l'intérieur de lui. Et donc c'est notre rôle en tant que parent de mettre la lumière dessus pour essayer de comprendre un petit peu qu'est-ce que je mets en place lorsque je réussis quelque chose, que ce soit un jeu vidéo ou autre, pour pouvoir être dans le fameux transfert de compétences et transférer un petit peu toutes les compétences à ce dont on a besoin le plus au niveau scolaire. Et j'avais dit également qu'il était important de pouvoir se projeter, donc la projection étant fondamentale, étant très importante. Pourquoi? Parce que c'est de cette projection-là que va naître, Inch'Allah, un objectif, et que de cet objectif-là va découler la motivation nécessaire, Inch'Allah, pour avancer. Donc nous avons parlé également de la motivation intrinsèque, qui était générée par la motivation dite extrinsèque, c'est-à-dire le rôle des parents, qui pouvait, de par les parents, avec le renforcement positif, qui pourrait donc découler vers la sphère, vers la motivation intrinsèque et donc mobilisation des ressources internes de l'enfant. Donc il était important de passer par tout ce genre de motivation de la part des parents et puis celle de l'enfant, et qui va faire qu'à partir du moment où je vais réussir, c'est comme cela que je vais réussir. Dès que je commence à réussir, je libère en moi ces fameuses hormones du plaisir, donc l'ocytocine, et c'est ce qui va faire effectivement que je vais avoir envie de réussir de nouveau pour pouvoir regoûter réellement à vraiment ce bien-être de la réussite, Inch'Allah. Et donc nous avions dit, et j'aimerais rajouter aujourd'hui, que la réussite scolaire, elle est basée réellement sur un trépied, nous allons dire, c'est-à-dire c'est une alchimie entre la motivation, donc nous avons parlé de la motivation, comment faire, objectif pour pouvoir faire naître la motivation à l'enfant, l'estime de soi, fondamentale. Lorsqu'il n'y a pas d'estime de soi, donc c'est qu'il manque un pied au trépied, et ce n'est juste pas possible. Donc l'estime de soi, qui provient bien entendu du regard bienveillant et des paroles bienveillantes posées sur l'enfant au quotidien, en lui disant combien je peux croire en toi et je peux croire en ta réussite. Parce que si tu as eu un 5 de moyenne ou si tu as un 7 de moyenne, ça ne te vaut pas, ça ne te décrit pas. Tu es capable de bien mieux mon fils, tu es capable de bien mieux ma fille. Fondamentalement,
faire naître en eux qu'ils sont capables, parce que tout enfant est capable, encore une fois, nous l'avons dit, je le redis, tout enfant est capable du meilleur, tout enfant est créé, est né pour réussir, et Bidn Rahman, il peut réussir. Donc, deuxième trépied, deuxième pied du trépied, donc l'estime de soi, fondamentale. Donc il va s'estimer et il va s'aimer à la hauteur de ce qu'il va pouvoir lire dans les yeux de ses parents jusque, nous avions dit, jusqu'à l'âge de l'entrée en sixième. Donc, fondamentalement, il est très important de comprendre que c'est en vous qu'il va extirper sa propre estime de lui-même, hein, par le regard bienveillant que vous allez poser en lui, et ensuite les stratégies d'apprentissage, donc mettre la lumière, on avait parlé de métacognition, ça c'est le troisième donc trépied, c'est-à-dire mettre de la lumière sur comment est-ce que je fais là où je réussis, et quelles sont les stratégies d'apprentissage efficaces que tu mets en place dans tel ou tel domaine pour pouvoir l'utiliser dans tous les autres domaines, et c'était également d'écrire ce qu'on appelle le style cognitif, c'est-à-dire d'écrire la façon avec laquelle je capte l'information. Quel est mon traitement de l'information? Est-ce qu'il est visuel? Est-ce qu'il est auditif? Ou est-ce qu'il est kinesthésique? Nous en avons parlé. Et donc, je vous avais conseillé un site un peu intéressant qui s'appelait apprendre-à-apprendre.com, où effectivement, nous allons, grâce à un test, pouvoir définir un petit peu quel est le profil cognitif de notre enfant. Et il est certain, et ça je pense que vraiment on ne peut pas passer outre, que nos remarques négatives, les remarques négatives des enseignants d'abord, et encore plus des parents, donc repris en règle générale par les parents à la maison, ben, ils sont mobilisés sur leur déficit, sur leur incapacité. Du coup, ça ne laisse pas la place du tout d'élaborer des résolutions de problèmes, d'élaborer des stratégies efficaces de réussite, puisque ça les plombe en fait quelque part sur de toute façon tu es nul, de toute façon tu n'y arrives pas. Faites très attention à ce que vous pouvez dire, puisque ce sont ces mots qui peuvent être réellement vecteurs de mésestime de soi et donc du coup d'échec scolaire. Donc très important de comprendre ça. Et donc nous avions parlé éventuellement également des 8 intelligences, et ça vraiment je vous encourage de rentrer sur internet et de voir dans quelle intelligence vous pouvez répertorier votre enfant, encore une fois la lumière, hein, sur son intelligence, sur son mode de fonctionnement, je ne le dirai jamais assez, pour qu'il puisse se sentir valorisé, quand bien même ce n'est pas l'intelligence logico-mathématique, mais tout type d'intelligence, donc il y en a 8, vous tapez les intelligences multipliées et vous comprendrez. Et lui dire également que l'échec scolaire, le fait que tu sois en échec, en fait c'est peut-être révélateur de quelque chose, mais en soi ce n'est pas grave, dans le sens où cet échec-là, je pense qu'il faut définir l'échec comme étant une réussite retardée. C'est-à-dire que oui, là, tu as été en échec, peut-être que tu n'as pas mis en place les bons mécanismes pour pouvoir mémoriser, pour pouvoir comprendre, apprendre, te concentrer. Ben, nous allons travailler cela ensemble. Et qui dit travailler avec son enfant, c'est aussi être, être réellement au clair avec ses propres affects. C'est dans le sens où j'entends beaucoup de parents qui me disent mais je n'en peux plus, les devoirs ça s'éternise jusqu'à 11h, jusqu'à minuit, il ne veut rien savoir, il ne veut rien entendre. À partir du moment où les devoirs le soir posent problème à votre enfant, s'il vous plaît, déléguez. Billah alaykoum, déléguez. Pourquoi? Parce qu'il y a tellement d'affect entre le parent et l'enfant, et le parent veut tellement être parfait qu'automatiquement l'enfant, donc tout ce niveau d'exigence, ce degré d'exigence très élevé va faire en sorte que l'enfant va complètement être inhibé parce que le trop-plein d'affect mis en place lors des devoirs le soir est juste impossible, ça va le déconnecter puisque l'émotion va prendre les dessus et du coup il va être complètement déconnecté de la raison et de toutes les stratégies efficaces d'apprentissage et surtout de tout ce qui est cognitif, c'est-à-dire tout ce dont on a besoin pour apprendre. C'est-à-dire la mémorisation, la concentration, ça va être complètement... Donc je dis toujours aux parents, s'il vous plaît, déléguez. Si vous pouvez faire venir une jeune fille, et puis il y a des jeunes sœurs, machallah, qui demandent comme ça des jeunes étudiants, des voisins, la grande sœur, peu importe, ou peut-être une cousine, et que sais-je, mais déléguez, si ça devient. Et en même temps, on ne fait pas les devoirs jusqu'à 11h minuit. Sachez qu'après 19h30, il n'y a plus rien qui rentre. Donc, billah alaykoum, faites en sorte. Et c'est vrai que là, à l'éducation nationale, on est en train de se rendre compte que les devoirs, effectivement, ce n'était juste impossible à gérer et qu'aujourd'hui, l'enfant ne savait pas mieux et ne comprenait pas mieux parce qu'il faisait des devoirs et que les devoirs sont en train de réellement d'être complètement, quasiment interdits à l'éducation nationale puisque après 8 heures de travail, les enfants ont autre chose à faire réellement que de faire des devoirs, là encore plus jusqu'à 11h et minuit. Billah alaykoum. Donc ça, il est très important
de pouvoir lui dire donc que quand bien même tu n'as pas réussi, quand bien même là tu es en échec pour le moment, mais ça veut dire que tu vas y arriver. C'est juste une étape, et je suis là pour t'accompagner, une étape vers la réussite. D'accord, la réussite retardée, euh, pour ne pas qu'il se sente complètement incriminé par cet échec, et que l'échec est normal, et que c'est parce que je vais avoir de la difficulté dans ma vie d'ailleurs, et c'est ça l'apprentissage, et c'est ça que vous allez leur véhiculer, qu'à partir du moment où il y a un échec, c'est dans l'échec, dans la difficulté, que je vais extirper effectivement ma façon et ma stratégie pour pouvoir aller mieux, et pour pouvoir m'améliorer, pour pouvoir être beaucoup plus efficient, efficace. Et c'est parce qu'il y a cette difficulté. S'il n'y a pas la difficulté, tout va bien, la vie est belle. Mais c'est dans la difficulté que je vais mettre en place ces fameuses stratégies. Et c'est normal d'être dans la difficulté, et c'est normal d'être dans l'échec. D'accord? C'est important, en tous les cas, c'est une étape vers la réussite. Et ça, s'ils l'entendent de votre bouche déjà, ils se sentiraient beaucoup moins coupables, tout simplement, donc beaucoup moins dans cette culpabilité qui peut réellement les détruire, que de se sentir complètement accusés par un échec. Et du coup, c'est tellement lourd sur les épaules. Pourquoi? Parce qu'ils ont l'impression de ne pas répondre aux exigences des parents. Et ça, il est important aussi, nous, en tant que parents, de ne pas mettre des exigences beaucoup trop élevées sur les épaules de nos enfants. Pourquoi? Parce que je vois en consultation beaucoup de mamans, beaucoup de papas qui n'ont pas été, qui n'ont pas fait le deuil de leur propre scolarité, qui ont réellement eu d'énormes problèmes, vraiment, d'injustice, de méconnaissance, peut-être d'humiliation au niveau de la sphère scolaire, et qui font que je suis dans cette projection, et inconsciemment sans le savoir, je vais demander à mon enfant beaucoup plus que ce qu'il peut donner, simplement comme étant un pansement, un réparateur de mes propres défaillances à moi en tant qu'élève. Et là où effectivement je n'ai pas réussi, ben mon fils doit réussir. Mais chacun sa réussite, chacun sa vie. Il faut se faire très attention en tant que parent de ne pas mettre sur les épaules de son enfant beaucoup plus que ce qu'il ne peut supporter. C'est important. C'est Allah Azzawajal, encore une fois, ce n'est pas à nous en tant que parents de poser cela. Et c'est vrai que j'ai beaucoup d'adolescents qui me disent de toute façon je ne serai jamais à la hauteur de ce qu'elle attend. Et c'est juste impossible puisque on ne peut pas se sentir à la hauteur quand les exigences sont beaucoup trop élevées. Donc il faut revoir à la baisse nos exigences et surtout analyser. Donc c'est vraiment le travail sur soi, hein, et c'est un des djihad al-nafs, c'est-à-dire d'essayer de comprendre mais pourquoi est-ce que j'ai cette exigence au niveau scolaire, pourquoi est-ce que je suis très dur, pourquoi je ne laisse pas passer une mauvaise note, qu'est-ce qui se passe? Et peut-être que ça me rappelle que moi, effectivement, là où j'aurais voulu devenir je ne sais quoi, je n'ai pas pu le faire, et donc une vengeance, et je vais me venger, et bidnillah, mon enfant réussira là où moi j'ai échoué. Non, il n'est pas là pour réparer vos erreurs, il n'est pas là pour réparer vos fautes, et il n'est pas là, cet enfant-là, pour réparer vos manquements. Donc ça, c'est très important de comprendre et de revoir toujours à la baisse mon niveau d'exigence au quotidien avec son enfant. Faire appel aussi en tant que parent peut-être à son bon sens. Et je me rends compte qu'il y a des parents, machallah, qui détiennent réellement la réponse à leurs questionnements, mais qui ne veulent pas s'écouter. Aujourd'hui, nous avons beaucoup de parents qui n'arrivent pas à faire confiance à leur propre intuition. Et pourtant, l'intuition des parents, l'intuition parentale, machallah. J'ai beaucoup de parents qui me disent, mais pourtant je sentais qu'il y avait quelque chose. Je voulais aller voir un professionnel. Mais en fait, comme on ne me l'a pas dit, je me suis dit, oh, c'est peut-être dans ma tête. C'est pas dans votre tête. Billah alaykoum, faites-vous confiance. Le problème, c'est que dans cette société aujourd'hui, nous sentons tellement accusés en tant que parents. Nous sommes convoqués, ça se passe mal. Le niveau d'exigence au niveau des enseignants est tel que j'ai l'impression d'être un mauvais parent, de ne pas être un bon parent. Et automatiquement, ça va déstabiliser l'intuition que nous pouvons avoir vis-à-vis de nos enfants. Cette intuition que nous devons écouter, que nous devons au quotidien aller chercher aux femmes. Mais qu'est-ce qui se passe? Là, je sens qu'avec mon enfant, ça ne se passe pas très bien. Je ne fais pas fi, j'avance et j'essaie de comprendre, je mets la lumière, j'essaie de l'emmener vers des spécialistes. C'est important, c'est réellement important de mettre la lumière sur ses besoins à soi, la lumière sur qu'est-ce qui me caractérise au niveau de la sphère scolaire et puis qu'est-ce qui se passe aujourd'hui avec mon enfant. Est-ce que je suis dans la projection, pas dans la projection? Quelles sont les capacités ou pas? Mais pourtant, il est intelligent dans tel ou tel domaine. C'est à nous, en tant que parents, de pouvoir mettre la lumière. Et donc, des parents qui ne s'écoutent plus aujourd'hui, qui se sentent tellement incompétents. Et c'est la société, le système qui nous le rappelle, qu'en fin de compte, on n'est pas de si bons parents que ça. Mais ne tombez pas dans ce piège. Vous êtes d'excellents parents à partir du moment où vous prenez soin de vous. Lorsque vous prenez soin de vous,
alhamdoulilah, vous écoutez vos besoins, vous mettez la lumière sur quel a été mon passé, qu'est-ce que je vis au quotidien, pourquoi je ne vais pas bien. Vous êtes un bon parent, vous avez une intuition hors norme en tant que parent. Écoutez votre intuition. Lorsqu'un homme est venu voir Rasulillah alayhi salam et lui a posé la question qu'est-ce qu'il mène, il lui a dit subhanallah, istafti qalbak. Il aurait pu lui répondre, bien entendu. Il lui a dit demande à ton cœur, va voir ton cœur, rentre à l'intérieur de ton cœur et là tu auras la réponse. Et ça, je pense qu'en tant que parents, nous ne le faisons pas assez malheureusement. C'est vrai que il faut savoir aussi, et c'est ça qu'il faut dire au niveau de l'apprentissage à un enfant. Il faut lui dire, tu sais, que c'est apprendre quelque chose, c'est être courageux. Apprendre quelque chose de nouveau, ce n'est pas rien, ce n'est pas anodin, ce n'est pas facile. C'est réellement se prouver être courageux que d'être dans cet apprentissage. Pourquoi ? Parce qu'il y a plusieurs raisons à ça. Notamment, lorsqu'on a l'intention d'apprendre, il faut comprendre que cela sculpte réellement. L'apprentissage en lui-même, il sculpte des réseaux neuronaux au niveau du cerveau qui implique effectivement qu'au-delà de la simple compréhension de la chose, il faut aussi l'assimiler et la mémoriser pour qu'effectivement ça puisse rentrer au sein de notre système mnésique, c'est-à-dire la mémoire. Et donc, déjà, il faut avoir cette capacité-là à faire entrer une nouvelle information, puis la mémoriser, puis pouvoir aller de l'avant encore, quand bien même parfois on ne la comprend pas toujours. Ce n'est pas évident, c'est tout un vrai travail. Et c'est tout à son honneur quand on y arrive. Puis quand on n'y arrive pas, c'est qu'il y a des raisons et il faut vraiment comprendre les raisons de ça. Apprendre une chose nouvelle, c'est aussi accepter de ne pas savoir. Donc oui, apprendre, c'est aussi j'accepte que quelque part je ne sais pas ça. Donc ce n'est pas du tout évident non plus, ni pour un enfant, ni pour un adulte d'ailleurs. Apprendre, c'est également, cela suppose de lâcher ce qu'on sait pour pouvoir intégrer une nouvelle information. Et ça, encore une fois, ce n'est pas donné à tout le monde. Donc c'est-à-dire lâcher une représentation que j'ai pu avoir, un savoir que j'ai pu acquérir pour pouvoir rajouter un nouvel apprentissage, une nouvelle façon de voir les choses. Et ça, ce n'est pas donné à tout le monde. Donc c'est aussi aller vers l'inconnu de ce qu'on ne sait pas. D'accord ? Donc on lâche ce qu'on sait et puis on va vers l'inconnu. Ah d'accord, ah bon, ça c'est une nouvelle notion, etc. Elle n'est pas du tout évidente en tant qu'être humain. Et c'est un vrai travail, encore une fois, à mettre en œuvre pour être dans l'acceptation de ce nouveau savoir et être dans l'acceptation de ce nouvel apprentissage qui va, quelque part, reformer aussi notre personnalité, qui va nous apporter des choses en plus. Est-ce qu'on est prêt ou pas à apprendre de nouvelles choses ? Est-ce qu'on est prêt à changer ? Est-ce qu'on est prêt à évoluer ? Ce n'est absolument pas évident. Mais ça, cet enfant-là n'est pas du tout au courant de tout ça. C'est à nous de mettre la lumière encore une fois dessus pour essayer de comprendre ce qui se passe réellement. Et où est-ce qu'il en est, qu'est-ce que ce nouvel apprentissage va lui apporter. Cela suppose d'inhiber donc les formes préalables d'apprentissage pour pouvoir en acquérir de nouvelles. Notamment, par exemple, l'exemple le plus connu, c'est est-ce qu'un kilo de plume et un kilo de plomb pèsent la même chose ? Oui, en règle générale, un kilo est égal à un kilo. Donc c'est se dire, non, le nouvel apprentissage va dire, non, un kilo de plume, en fin de compte, ça a beau être un kilo, mais c'est beaucoup plus léger que le kilo de plomb, etc. Et donc il faut être prêt aussi à pouvoir déloger un petit peu toutes nos anciennes connaissances pour pouvoir avoir une autre connaissance. Puis, et apprendre, c'est aussi s'approprier, c'est prendre à l'intérieur de soi ce qu'on connaît déjà pour pouvoir, encore une fois, l'améliorer. Et tout ça, ça nécessite réellement beaucoup d'humilité, ce qui n'est pas du tout évident, et encore une fois, beaucoup de connaissance de soi, et surtout une certitude, l'yaqin, encore une fois, une certitude que je suis capable. Et pourquoi ? Parce que j'ai une estime de soi, de moi, assez solide, qui va me permettre effectivement d'apprendre quelque chose de nouveau, d'accepter l'évolution, Inch'Allah. Donc ça, ce sont des choses qu'on ne dit pas assez à nos enfants, et qui pourtant peuvent leur faire changer la façon d'appréhender les connaissances, Inch'Allah. Donc il faut savoir également que les émotions sont au centre de l'apprentissage. C'est-à-dire qu'on ne peut pas, absolument pas, séparer la sphère émotionnelle de la sphère cognitive. Cognitive, donc, c'est vraiment tout ce qui se passe au niveau du lobe frontal, c'est-à-dire devant, du cerveau frontal, ici, alors que l'émotion est bien plus en arrière. Mais c'est vrai que dans chaque apprentissage, il va y avoir cette notion d'émotion qui va être présente. Et c'est par l'émotion qu'on va intégrer l'apprentissage. Et plus on est en lien affectif avec la personne qui nous enseigne, d'accord, plus on déclenche l'ocytocine.
l'oxytocine qui est l'hormone du cadre affectif, ça nous l'avons dit. Et plus on est dans la bienveillance, d'accord, donc c'est-à-dire bienveillance, c'est-à-dire vouloir du bien à son élève comme vouloir du bien à son enfant, plus l'enfant va renforcer ses neurones qui sont au niveau du front, les neurones nécessaires dans la cognition, et plus effectivement il va apprendre facilement. Ça veut dire qu'un enseignant effectivement qui ne va pas être ultra rigide et qui au contraire va être un peu dans l'humour, qui ne va pas être trop difficile, et puis qui va au contraire valoriser en disant à l'élève, mais tu vois, tu as réussi, oh, je suis fière de toi, etc. C'est ce qui va faire qu'un enfant va apprendre 10 fois plus facilement. Et c'est pour ça qu'on voit encore, surtout au collège, lorsqu'il y a différents enseignants, un enfant peut avoir 18 avec un prof, il peut en avoir deux ou trois de moyenne, un autre, et on se demande mais qu'est-ce qui se passe? Non, c'est pas la matière en elle-même, c'est la façon avec laquelle on a appréhendé l'apprentissage au sein de cette matière-là. Donc en fait c'est le style affectif ou pas de l'enseignant qui a généré telle ou telle note. Donc vraiment, imaginez dans la sphère avec les enseignants, là vous imaginez à la maison, encore plus, a fortiori, à la maison avec les parents. Donc plus on va être dans cette bienveillance, je sais qu'il y a des parents qui n'en peuvent tellement plus des devoirs le soir, qui arrivent réellement à être dans cette violence verbale avec l'enfant parce qu'ils n'en peuvent plus, parce qu'il est 9h, 10h du soir, et c'est plus possible, ils sont arrivés avec une journée très fatiguée, et ils arrivent réellement à maltraiter verbalement l'enfant, mais ils ne s'en rendent absolument pas compte. Et ça a des effets plus que délétères, donc il faut faire très très attention à être dans l'empathie, à être dans la bienveillance, encore une fois, je ne le répéterai jamais assez, c'est ce qui va faire que de l'émotionnel positif, je vais passer vers la cognition la plus adaptée pour pouvoir faire face aux apprentissages, à la mémorisation, à la concentration et à l'acceptation d'un nouvel apprentissage. Et donc, tout est lié. L'émotif, je passe par l'émotif pour pouvoir passer par une bonne, par un bon apprentissage et un apprentissage fructueux. Donc la bienveillance est importante et elle fait partie, c'est notre mission première. La bienveillance tant dans la sphère scolaire qu'au quotidien. Soyez billah alaykoum, bienveillant avec vos enfants. Encore une fois, pour être bienveillant avec son enfant, il faut déjà être bienveillant avec soi. Bienveillant avec soi. C'est-à-dire accepter que nous-mêmes, en tant que parents, nous ne sommes pas, subhanallah, nous ne sommes pas parfaits. Parce que le kamilou lillah est que la perfection n'existe pas. Et les parents perfectionnistes, les parents qui ont un degré d'exigence très très élevé, sont des parents malheureux, automatiquement. Pourquoi? Parce que la perfection n'existant pas, ils seront éternellement insatisfaits. Et ce n'est pas ce dont a besoin un enfant. Cette éternelle perfection qui fait qu'effectivement je ne suis pas satisfait de moi puisque je ne peux pas l'atteindre, c'est revoir, comme je disais tout à l'heure, à la baisse encore une fois, Inch'Allah, mon degré d'exigence et mon degré de perfectionnisme. Et puis il y a des parents, subhanallah, qui n'arrivent pas simplement à accepter que non, si je ne le fais pas travailler jusqu'à tant d'heures, demain je vais passer pour un mauvais parent, et donc je serai, si mon enfant ne réussit pas, ça voudra dire que je suis un mauvais parent. Qu'est-ce qui se passe, subhanallah? Pourquoi est-ce que le fait d'être nommé par les autres mauvais parents peut vous déstabiliser à ce point? Est-ce que vous faites partie des gens qui malheureusement ont été complètement déstabilisés par des parents déstabilisants, par des parents humiliants, dénigrants, qui, encore une fois, faire appel à sa conscience et à sa raison? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui je ne supporte pas? Comme je ne supporte pas d'être parfait, automatiquement je vais tout faire pour devenir, d'être imparfait, là, je vais tout faire pour être parfait. Mais vous n'atteindrez pas. Acceptez d'être imparfait, acceptez de rater, acceptez de ne pas être un bon parent. On ne peut pas, subhanallah, on ne peut pas être un bon parent tout le temps, à 100% de votre temps, ce n'est juste impossible. Donc parfois je faille en tant que parent, et l'important est de reconnaître ses torts, de reconnaître ses manquements, et un adulte qui va bien, c'est un adulte qui dit ok, là j'ai failli, franchement je suis désolée, j'aurais pas dû déjà le dire clairement, et vous dire simplement que je ferai mieux la prochaine fois, et puis que je n'avais pas les outils. J'ai des parents qui viennent me voir et qui sont meurtris par ça. Je n'ai pas pu élever, je n'ai pas été à la hauteur. Regardez ce que j'ai fait de moi. Alors encore plus quand j'entends les vidéos, etc. Sur l'éducation, j'ai l'impression d'être passé à côté. Allez, l'important c'est quoi? L'important est que vous avez pris conscience que vous devez changer. Donc à partir du moment où vous avez pris conscience, comme je dis à tous mes patients, au moment où vous êtes venu ici en thérapie, c'est que déjà vous avez eu cette conscience-là. Je ne cesse de le répéter, cette conscience, vous avez mis du sens et vous vous êtes dit, il y a quelque chose qui ne va pas, je dois améliorer. À partir du moment où vous avez pris conscience de ça, tout
est possible. Tout est possible. Donc réellement, ne restez pas bloqué lorsque j'ai eu des échecs dans ma vie où je n'ai pas été assez à la hauteur. Vous avez fait avec les moyens du beurre. Point de culpabilité. Je reçois des parents qui sont meurtris par la culpabilité. Mais la culpabilité, comme je dis à chaque fois, qu'est-ce que c'est? C'est un boulet de canon que l'on a à notre pied qui ne nous laisse pas avancer. Qui ne nous laisse pas avancer. Donc, comment avancer avec ce boulet de canon? Détachez-moi, s'il vous plaît, ce boulet de canon en disant, mais subhanallah, j'ai fait avec les moyens du bord. Je ne suis pas parfaite et puis, Inch'Allah, je vais m'améliorer. Oui, je vais m'améliorer, je vais aller vers l'amélioration, mais sans m'imposer un degré d'exigence hors de portée. C'est ça qui est important. Reconnaître effectivement que nous ne sommes que des êtres imparfaits. Que des êtres imparfaits parce que si Allah Azzawajal aurait voulu nous créer parfaits, il nous aurait créé anges, n'est-ce pas? Il a voulu Azzawajal nous créer imparfaits. Donc l'important, c'est de comprendre que nous le sommes et surtout de l'accepter. Puisque la première des choses, c'est de mettre la lumière, mais ensuite d'être dans l'acceptation. Donc j'accepte d'être imparfait. Et c'est ça qui va nous faire évoluer vers le meilleur. C'est parce que j'ai pris conscience, c'est parce que j'ai accepté d'être si imparfait que ça en tant que parent. Et ensuite, alhamdoulilah, c'est d'aller vers le meilleur. Et donc, une fois que j'ai pu mettre des mots un petit peu sur ma façon d'être, ma façon de considérer mon rôle de père, mon rôle de mère, alhamdoulilah, en étant clément. Je vois beaucoup de parents qui ne sont pas miséricordieux avec eux-mêmes. Ils n'ont aucune clémence vis-à-vis d'eux-mêmes. Et ils sont dans cette culpabilité-là. Non, je suis clément, l'arabe. Je n'ai pas eu, effectivement, peut-être, j'ai eu un passé difficile, douloureux, un mariage aussi douloureux. Donc c'était difficile d'investir mon rôle de mère ou mon rôle de père. Il faut l'accepter. Il faut tout simplement l'accepter. Et puis, une fois que nous sommes dans la déculpabilisation la plus grande, alhamdoulilah, c'est ce qui va laisser place, effectivement, au devenir et qui va faire que je vais devenir, bi'idn rahman, un meilleur parent. Peut-être pas un excellent, mais en tous les cas, un meilleur parent, Inch'Allah. Et être un bon parent, c'est dire tout simplement à son enfant, mais dis-moi de quoi as-tu besoin? Comment est-ce que je peux t'aider? À ton avis, comment puis-je t'aider? Bien sûr, on va vous dire, mais je ne sais pas, je ne sais pas. Allez, on va aller chercher un petit peu plus loin. Qu'est-ce qui se passe? Tu vois, quand tu lis une ligne, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que tu as l'impression de ne pas comprendre? Puisqu'il y a des enfants qui sont très très intelligents, mais qui ont par exemple, j'en ai parlé et je l'ai évoqué lors d'une autre intervention, où ils ont ce qu'on appelle une dyspraxie visuospatiale, c'est-à-dire qu'on a l'impression qu'ils sont dyslexiques, mais ils vont lire la première ligne, et puis tout de suite après, l'œil va faire que je vais tomber à la troisième ligne, et donc en fait, je ne vais plus rien comprendre, donc je vais remonter, et puis rebelote, ça va faire la même chose, et donc du coup, je ne vais pas pouvoir suivre en fait. Et parfois, j'ai lu une page entière, mais j'ai l'impression d'être à côté de la compréhension de la page. Donc ce n'est pas du tout un problème d'intelligence ou de compréhension, c'est juste que il y a eu ce facteur-là au niveau oculomoteur, hein, et donc c'est un orthoptiste qui va pouvoir très très bien, Inch'Allah, corriger cela, qui va faire que cet enfant qui ne disait pas du tout, qui n'aime pas lire, et j'avais beaucoup de parents, mais il n'aime pas lire, j'ai beau acheter des bouquins, il n'aime pas lire, mais essayez de comprendre. Un enfant est né pour lire et pour apprendre. Donc s'il n'aime pas lire, soit effectivement il a une vraie dyslexie, un vrai trouble neurologique, ou alors peut-être qu'il a juste cette dyspraxie visuelle. Et donc, encore une fois, c'est à nous de mettre. Et donc, vous posez la question, et puis essayer un petit peu d'aller chercher au fin fond un petit peu ce que moi je peux lui apporter, et puis mettre la lumière surtout sur quoi il faut comprendre que à peu près, à nous dire entre 40 et 50% des enfants intellectuellement qui sont très intelligents, qui ont une intelligence très avancée, sont en échec scolaire. Donc c'est vrai, lorsque je reçois des personnes qui me disent, mais ça m'étonnerait vraiment qu'ils soient surdoués, qu'ils soient précoces, puisqu'ils ne réussissent pas. Non, carrément. On dit 33% réellement qui sont en vrai échec scolaire, 33% se contentent juste de flirter avec la moyenne, hein, ils sont vraiment dans la moyenne, et puis 33% seulement, donc 3 enfants sur 10 surdoués, excellent. Donc il faut comprendre que le système éducatif, l'éducation nationale en France, malheureusement, n'est pas du tout adapté pour ces enfants-là. Et donc, c'est des enfants qui vont avoir une mésestime d'eux-mêmes criante parce que ils ne sont absolument pas arrivés à s'intégrer au sein. Alors, sans compter les problèmes émotionnels, la gestion de leurs émotions, les problèmes relationnels avec ses pairs, qui n'arrivent pas du tout à se faire des amis, etc., qui font que ils vont être en réel échec scolaire. Donc, encore une fois, mettre la lumière dessus. Le stress est quelque chose, à
partir du moment où on est sous stress, c'est-à-dire quand je dis stress, c'est-à-dire que je me sens stressée par le fait que je n'y arrive pas à l'école ou stressée à la maison par des parents très exigeants, ce stress ne va complètement couper réellement tout ce qui est sphère cognitive. Le stress, là par contre, va complètement inhiber le cerveau frontal et va faire que il n'y aura plus la place du tout pour l'élaboration, ni pour l'analyse, ni pour la compréhension. Donc c'est vrai que l'ennemi numéro un de l'échec scolaire, c'est le stress. Donc faire en sorte, déjà à la maison, on ait une atmosphère beaucoup moins stressante que ce qu'elle ne peut être, améliorer ça déjà en amont et faire en sorte que les interactions autour de la sphère scolaire, Inch'Allah, soient dénuées, en tous les cas amoindries au niveau du stress. Parce qu'un enfant qui est triste qui est triste de ne pas réussir, peut être aussi un enfant dépressif. Faites très attention. Et vraiment, le pas est très court entre l'enfant triste et l'enfant dépressif. Et je rencontre beaucoup d'enfants qui le sont réellement, dû à cette pression effectivement du système scolaire et notamment de la famille, hein, des enfants qui souffrent réellement parce qu'ils n'arrivent pas, ils se sentent totalement incapables, etc. Et donc encore une fois, c'est à nous de mettre la lumière, c'est à nous de comprendre, c'est à nous de leur dire qu'ils ne s'inquiètent pas, que ça va aller, que nous croyons en eux. Donc il faut comprendre aussi qu'il y a ce qu'on appelle un phénomène de vase communicant. Ça veut dire qu'à partir du moment où moi je vais... mon être à moi va générer de l'anxiété, hein, que je puisse être facteur d'anxiété dans une atmosphère anxiogène à la maison. Si moi je suis anxieux, je vais transmettre de l'anxiété à mon enfant, ça sachez-le, et c'est très dangereux. Donc notre travail à nous, c'est réellement travailler sur l'anxiété. Qu'est-ce qui fait que c'est si anxiogène pour moi? Pourquoi est-ce que dès que je m'approche de la sphère scolaire, c'est compliqué? Qu'est-ce que ça me rappelle? Toujours l'exhortation et l'interpellation à vous interpeller vous-même et à vous mettre des mots sur qui vous êtes, sur qu'est-ce qui peut se passer, pourquoi est-ce que c'est si stressant pour moi, très stressant. Et je vais même plus loin, il y a des mamans qui arrivent à régler leur compte aujourd'hui avec les enseignants, c'est-à-dire ce qu'ils n'ont pas pu vivre, puisque les parents étant malheureusement ce qu'ils étaient, ils ne pouvaient pas interagir avec l'école. Aujourd'hui, je vois des parents qui sont des parents entiers, hein, des parents papa comme maman, qui sont réellement dans la virulence avec le système scolaire. Donc à partir du moment où vous-même, en tant que parent, vous mettez à dos le système scolaire, ne pensez pas une seconde que l'enfant va pouvoir intégrer l'école sereinement, va donner sa confiance entière aux instituteurs, aux adultes qui l'entourent en dehors de la maison. Donc je veux dire qu'on sera vraiment dans cette prolongation-là. Donc vous êtes anxieuse, vous avez du stress, vous allez le transmettre à votre enfant. Mais si encore plus, vous n'avez absolument pas confiance aux adultes de l'école, et puis parfois ça va très très loin, donc des violences, des disputes, des bagarres, j'ai eu des cas extrêmes qui font que cet enfant-là, je ne vais pas m'autoriser à aller bien à l'école. Et c'est juste ça qui fait qu'il est en échec scolaire. C'est votre relationnel, vous, avec vous-même, et votre relationnel avec l'école. Donc il faut vraiment pouvoir très régulièrement faire un point, se dire où est-ce que j'en suis. Parce que malheureusement, encore une fois, on transmet notre anxiété, on prend notre méfiance vis-à-vis de ce système-là, on le transmet, et ce n'est absolument pas ce qui va favoriser le bon apprentissage. Donc un enfant qui a grandi dans un environnement anxieux, et ça ce sont les études scientifiques qui nous le disent, hein, même s'il n'a pas à la base ce qu'on appelle une structure psychique anxieuse, donc c'est-à-dire une prédisposition psychique, hein, qui n'a pas été, qui lui-même, comment dire, donc c'est un petit peu le problème entre l'inné et l'acquis. C'est-à-dire que innément, c'est un enfant, alhamdoulilah, une bonne grossesse, tout s'est bien passé. Il n'a pas cette structure psychique anxieuse, hein, ni de façon génétique, ni in utero, qui fait que à partir du moment où un enfant naît et qui n'a pas cette anxiété-là, mais s'il grandit dans un environnement anxieux, effectivement, ça peut être totalement délétère pour lui, et il peut devenir totalement anxieux lui-même, parce qu'effectivement l'environnement va marquer le territoire, l'environnement va être ce qu'il connaît au quotidien et qui va pouvoir faire en sorte que cet enfant-là deviendra anxieux, quand bien même à la base cette prédisposition psychique n'était pas du tout anxieuse. À l'inverse, de la même façon, un enfant avec des parents zen, donc qui arrive réellement à être dans la gestion, et qui a une structure anxieuse à la base, hein, pour X raisons, hein, de façon héréditaire ou parce qu'in utero ça s'est mal passé, il développera moins son anxiété dans un environnement zen, par exemple, alors qu'il avait cette prédisposition psychique. L'environnement est fondamental. L'environnement
change énormément la donne. Donc, des parents zen, ou alhamdoulilah, quand bien même l'enfant est anxieux depuis la naissance, ils peuvent réellement inverser la vapeur, comme on dit, et faire en sorte que l'enfant devienne zen. Donc l'environnement est fondamental. J'en veux pour preuve une étude scientifique très récente. On a mis en place, subhanallah, qui vraiment veut dire beaucoup de choses, on a mis en place au sein d'un laboratoire avec des rats, et donc on a mis en place le fait de faire que le rat puisse faire un choix en fonction de l'environnement. C'est-à-dire que nous avons mis un rat dans une cage très, où il y avait beaucoup de promiscuité avec d'autres rats, où ils étaient pratiquement les uns contre... il n'y avait pas du tout d'espace, où il y avait vraiment cette... en tous les cas, ce n'était pas un environnement agréable, ou propice en tous les cas au bien-être. Et nous avons proposé à ces rats-là deux choses, un morceau de sucre blanc et un morceau en fait, qui ressemblait à un sucre, mais qui en fait était de la cocaïne, tout simplement. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé qu'en leur montrant ces deux choses-là, automatiquement, le stress, et pourtant, visiblement, c'était la même chose, mais le stress engendré par l'environnemental a fait que 99,99% des rats se dirigeaient vers la cocaïne. C'est-à-dire que le stress environnemental va favoriser une addiction, va favoriser un comportement inadéquat. Et à l'inverse, nous avons mis des rats dans une cage qui était vraiment très ouverte, très agréable, avec de l'eau, une roue pour jouer, etc., où ils étaient très peu dans cette cage-là, donc l'environnement était favorable et propice au bien-être, et subhanallah bihamdih, et pourtant, nous leur avons montré exactement la même chose, un sucre et de la cocaïne, aucun rat n'a été vers la cocaïne, et tout le monde est parti vers le sucre, Allahu Akbar. Donc c'est quand même, subhanallah, ça veut dire beaucoup, ça veut dire que l'environnement y est pour beaucoup, et que, encore une fois, si un enfant va vers une addiction, que Dieu nous protège tous, Inch'Allah, et protège nos enfants, une addiction quel qu'il soit, c'est effectivement l'expression d'un mal-être et d'un dysfonctionnement familial, mais on aura l'occasion, lorsqu'on va aborder les adolescents, Inch'Allah, le mal-être des adolescents, on parlera du délitement, Inch'Allah, et on parlera des addictions. Donc, ce qui est important, encore une fois, je pense que vous l'avez compris, c'est d'être épanoui, c'est d'être bien en tant que parent, c'est de ne pas culpabiliser en tant que se dire et penser de soi que nous sommes des mauvais parents, parce qu'au fond de vous, vous êtes de merveilleux parents. Billah alaykoum, je ne le dirai jamais assez, vous êtes des merveilleux thérapeutes, et je le vois au quotidien dans mes consultations, à quel point les parents peuvent être prévenants, quand même ils sont complètement débordés. Et très souvent, je mets l'enfant de côté, encore une fois, je travaille en quelques séances avec les parents, et alhamdoulilah, l'estime d'eux-mêmes revient, et leur capacité à devenir de bons parents, que vous avez tous en vous. Ne négligez pas ça, vous avez tous en vous la capacité d'être de merveilleux parents. Que Dieu vous aide au quotidien, Inch'Allah. Barakallahu fikum, que Dieu vous aide et vous aime. Fi amanillah. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.